Maxime Berner, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce nouveau Café de l'Innovation, pour votre ouvrage « Jeunes de tous les âges, unissons-nous ». Alors à 21 ans, vous souhaitez être candidat à l'élection présidentielle et votre ouvrage présente 89 propositions pour placer la jeunesse au cœur du débat politique. Alors première question, cet ouvrage, à qui s'adresse-t-il? Aux jeunes, aux dirigeants politiques? En fait, il s'adresse à tous les Français parce que je parle d'un constat assez simple, c'est que ce n'est pas seulement la volonté des hommes politiques qui permettra qu'une politique publique de la jeunesse puisse être effective dès l'année prochaine, c'est vraiment la demande. C'est-à-dire que les citoyens, à mon sens, sont très peu dirigés sur des politiques à long terme, avec une approche de l'avenir. Eh bien, j'ai essayé avec des propositions qui restent concrètes, mais avec beaucoup, au-delà du symbole, du sens que j'ai voulu transmettre, de convaincre tous les Français qu'il faut investir sur la jeunesse, mais c'est aussi adressé évidemment aux jeunes pour qu'ils puissent se prendre en main et avoir des idées innovantes, je crois, pour agir ensemble, agir en commun, toucher l'avenir, et puis aussi nos aînés, nos anciens, parce que sans eux, rien n'est possible, pour avoir des idées, notamment sur l'intergénérationnel, où je crois que c'est très important que les jeunes de tous les âges s'unissent. Alors justement, pouvez-vous nous expliquer votre titre « Jeunes de tous les âges ». Prenez-vous cette jeunesse pour une réalité concrète ou un état d'esprit? Vous avez près d'un jeune sur 5 aujourd'hui qui vit sous le seuil de pauvreté. Vous avez une jeunesse qui est en proie à un chômage de masse qui est à peu près le même taux qu'en dans le Maghreb. Donc on est vraiment dans un pays où la jeunesse n'est pas intégrée à la vie économique, politique, on le sait, on est très peu représenté. Il y a une grande défiance envers les institutions. Donc il y a cette jeunesse sociologique et presque entité politique. Ensuite, il y a aussi, je crois, l'état d'esprit de jeunesse qui, pour moi, est vraiment le cœur de... On parle beaucoup d'indignation en ce moment. Je crois que c'est complètement jeune, l'indignation. Mais aussi la volonté de transformer la société pour qu'elle soit plus proche de nos idées. Je lisais dans votre enquête, d'ailleurs, sur la jeunesse, que la jeunesse européenne et française, qui plus est portée vers une société où les richesses seraient mieux redistribuées, où chacun pourrait tenir son rôle, avec beaucoup plus d'égalité des chances au départ. Mais je crois que c'est cette société que la jeunesse de tous les âges veut mettre en place. Donc, vous venez de parler d'une jeunesse qui serait une entité politique, et pourtant, dans votre livre, vous expliquez que cette jeunesse est assez diverse, un peu protéiforme, qu'on parle plutôt de plusieurs jeunesses que d'une seule jeunesse, et en même temps, vous vous présentez comme son porte-voix. Donc voilà, on aimerait savoir de quel message, finalement, vous vous faites l'écho. Est-ce que vous avez rassemblé cette jeunesse? L'esprit de jeunesse, à mon sens, manque à la vie politique aujourd'hui. On le voit, il y a une crise morale, éthique, économique. On l'a vécu, on en a entendu parler pendant plusieurs années. Ça va continuer, je pense, un moment. Et j'ai l'impression, comme beaucoup de jeunes de ma génération et de jeunes de tous les âges, qu'on a un peu touché le fond de la piscine. Et que maintenant, il va falloir s'appuyer sur une société qui est beaucoup plus horizontale que l'État et que les institutions, qui elles sont verticales, dont on n'a plus confiance pour les années à venir, pour prendre un nouveau départ, insuffler un nouvel air, une nouvelle énergie. Mon projet, c'est la dernière partie de ce manifeste, c'est d'avoir une jeunesse qui soit formée, instruite, éduquée, aidée à être innovante et créatrice. Parce que je crois que quand les jeunes aujourd'hui s'inhibent plus qu'ils ne se désinhibent, et finalement, il y a ces deux tendances, vous le montrez aussi dans votre enquête. On a une jeunesse qui est presque rétrograde, j'ai envie de dire, qui a envie de rester finalement, c'est pas qu'ils ont envie, mais enfin en tout cas, qui se complaît dans cette situation où le premier emploi durable est après 27 ans, quand même. Et on a aussi une jeunesse extrêmement dynamique, porteuse de beaucoup de projets. Il n'y a qu'à voir dans les associations, la moitié des jeunes veulent s'engager dans une association. C'est pas pour rien non plus, c'est qu'on a un vrai besoin d'utilité sociale, d'estime de soi, qui, je crois, a toute sa place dans la vie politique, économique, sociale. On reviendra sur vos propositions concrètes ultérieurement dans cette interview. On voit qu'elles sont principalement centrées sur la jeunesse. Est-ce que vous envisagez de faire un pacte de la jeunesse, un peu à l'image du pacte écologique de Nicolas Hulot, qui serait signé par les candidats, soutenu par la population, par pétition? Je ne suis pas du tout apolitique. J'ai une logique très politique. En revanche, je ne suis pas partisan. Il y a des jeunes de droite, de gauche, du centre, des jeunes qui sont engagés dans aucun parti politique qui me suivent, et des moins jeunes aussi. Donc ma logique, elle est véritablement d'aller à l'élection présidentielle. Je fais un tour de France, je vais voir les maires pour recueillir les 500 parrainages, sur une optique qui est de se dire aujourd'hui, c'est les Français, c'est le changement, la transformation des mentalités, des représentations de la jeunesse qui va donner un nouveau souffle à ce pays. Et je ne crois plus, comme d'ailleurs l'a montré la démarche intéressante de Nicolas Hulot en 2007,
qu'une forme de consensus un peu mou, en fait, sur un sujet de société très important, permettra de changer la donne. En revanche, mon souhait, c'est que le prochain ou la prochaine présidente de la République qui sortira des scrutins en 2012 prenne l'engagement et en fasse une priorité sur ce mandat, que la jeunesse sera l'investissement principal. Se présenter ainsi à la candidature des élections présidentielles sans véritable intention d'être élu, n'est-ce pas affaiblir l'enjeu des présidentielles? Non, je crois que le rôle des élections présidentielles, c'est d'être un débat national où la nation, c'est-à-dire la souveraineté nationale, le peuple, va prendre en main le destin commun pour les années à venir. Je crois que la jeunesse, pour une fois, doit être entendue. Elle ne l'est jamais, parce qu'il n'y a jamais de porte-voix de la jeunesse à l'élection présidentielle. Et qu'on fait la politique aujourd'hui pour les électeurs qui, en moyenne, passent la cinquantaine. Donc la question pour moi, c'est que mes idées, en fait, prennent place dans le débat public et qu'on entende ceux qu'on n'entend jamais. Dans cet ouvrage, vous exprimez une vision donc spécifique, une vision qui est la vôtre de la jeunesse. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en présenter les spécificités qui sont vraiment qui vous sont chères? Une des spécificités, je crois, de la jeunesse française, mais ça dépasse la France, c'est vraiment une question européenne. Moi, je suis européen et je crois qu'on ne peut pas miser sur la jeunesse seulement dans un pays de l'Union européenne. Ça a vocation, évidemment, est une dynamique internationale et à être le choix, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'ambition des puissances mondiales. Quand je vois qu'on fait des G8 où on décide de rien, eh bien j'aimerais que le prochain G8 soit justement tourné sur les politiques d'avenir et qu'on essaye de voir les points communs et les différences dans les jeunesses du monde. Ma vision, elle est assez simple, elle est aussi vécue, éprouvée. J'ai grandi à la campagne, je suis ensuite parti en banlieue. Aujourd'hui, j'étudie à Neuilly-sur-Seine, donc dans un autre environnement. Et je vois bien qu'il y a une souffrance partagée dans la jeunesse. Un manque de sens et un manque de croyance dans le modèle français, dans les institutions notamment. Parce qu'une jeunesse qui ne serait pas intégrée, pas entendue, pas utilisée dans le bon sens du terme, ce serait la faillite de ce pays. Quand je me rends compte que la plupart des politiques publiques, on le sait bien, sont tournées justement sur nos aînés, je dis on se trompe. La solidarité entre les générations doit partir de la base, doit partir du socle de la pyramide, doit partir d'une jeunesse intégrée. Donc mon idée est celle-ci, partir de l'existant, une jeunesse qui aujourd'hui trop souvent est même méprisée, bien souvent dans la vie de ce pays, pour en faire une véritable richesse, passer du paradigme de la jeunesse comme menace à la jeunesse comme ressource. Alors justement, pour revenir à cette jeunesse, dans votre ouvrage, on a parfois l'impression que vous considérez que les jeunes aujourd'hui manquent de curiosité, qui sont un peu abrutis par les nouvelles technologies. Est-ce que c'est pas un peu se séparer justement de ceux que vous voulez défendre, dont vous dites vous leur portez la voix, que de ne pas prendre en compte ce qui pourrait être juste une évolution normale, qui lisent moins et qui jouent plus avec les réseaux sociaux, ils lisent leurs tout autant. smartphones. Dieu merci, les jeunes lisent tout autant. En revanche, ce qui manque aussi à ces questions de jeunesse, c'est un discours de vérité sur la jeunesse. Les jeunes ont leur part de responsabilité, parce qu'ils acceptent de ne pas pouvoir être propriétaires, travailler, etc. On est dans une société où si on se prenait davantage en main, il ne faut pas oublier que près de 60% des jeunes ont envie, non pas d'aller dans la désobéissance civile, mais de s'indigner. Il y a quand même cette dynamique-là. Les jeunes savent bien que l'avenir collectif en France, malheureusement, est un peu bouché. J'ai conscience de ces richesses. Ce que je dis, c'est qu'il faut aussi comprendre que c'est un échange entre les aînés et la jeunesse. Et cette fracture générationnelle, sociale aussi, je souhaite la résoudre. Et je crois d'ailleurs que c'est le plus grand problème de nos sociétés occidentales, les pays riches, comme on dit. Vous le savez peut-être, le numérique est l'un des enjeux essentiels de la Fondapol. Vous l'évoquez peu dans votre livre, alors que notre société subit une véritable mutation. C'est d'ailleurs ce que montre, mais vous l'avez lu, l'enquête sur la jeunesse que nous avons publiée en début d'année. Alors cette étude montre que 83% des jeunes dans le monde se disent intéressés par Internet. Pensez-vous que les technologies sont les outils d'engagement de demain? Évidemment. Aujourd'hui, les nouvelles technologies, et le rapport le dit d'ailleurs, doivent être intégrées aux pratiques in real life, comme on dit sur les réseaux. C'est-à-dire que la jeunesse ne doit pas s'enfermer dans les réseaux. Mais le réseau est un moyen de sociabilisation et surtout, c'est un impact incroyable pour relayer les actions. On l'a vu, ce qui s'est passé dans le monde arabe est quand même un facteur important de l'utilisation des réseaux. On n'est plus seulement là pour se rencontrer, on est là pour encourager des démarches politiques en fait. Et je crois que la jeunesse aujourd'hui a son média de prédilection,
c'est-à-dire le numérique, mais le numérique ne doit pas cacher les problèmes de la jeunesse. Ça ne change rien d'être intégré dans le numérique et de vouloir faire cette société horizontale aux problèmes de logement ou d'emploi. La jeunesse a besoin d'être intégrée dans cette société réelle et dans l'État. Si on part du principe que l'État est le contenant, eh bien, la jeunesse doit avoir toute sa place dans son contenu. Pour cela, il faut qu'elle en connaisse aussi les codes et qu'elle ne se coupe pas de ce monde. Aujourd'hui, je ne vois quasiment aucun jeune, j'en vois d'ailleurs aucun dans les différentes institutions de ce pays. Je me bats pour qu'il y en ait, mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à cela. Et je crois que la place des jeunes et de l'esprit de jeunesse dans l'espace public sera d'autant plus intéressant que les jeunes s'organiseront sur les réseaux, mais iront dans l'agora, dans la société, pour porter leurs idées. Et donc il y a aussi une question qui nous tient à cœur, c'est celle donc, de la dette, et notamment la dette qui va peser sur les générations à venir. Et donc toutes ces propositions que vous nous présentez, c'est des propositions qui, je suppose, ont un coût. Et donc voilà, vous parlez d'investir dans la jeunesse, mais est-ce qu'il n'y a pas un pendant qui consiste aussi à faire attention à la façon dont on investit? Bien sûr, il y a deux choses. La première, c'est d'ailleurs votre enquête qui le dit, on a 39% des jeunes Français qui ne se disent pas prêts à payer la dette pour leurs aînés. Pourquoi? Parce qu'ils n'en sont pas responsables. Depuis les années 70, on a creusé un trou qui ne sera pas compensable par une société où les jeunes, je le répète, rentrent dans la vie active à 27 ans. Donc la difficulté, elle commence avec l'âge de départ à la retraite, mais sa racine est quand même dans l'âge d'entrée dans la vie active. Quand on me dit la France est en crise, c'est aussi un peu le sens de ce que vous me disiez, je lui dis mais alors c'est encore plus urgent d'investir sur la jeunesse. Parce que par définition, les forces de l'avenir, les forces motrices, les forces créatrices, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Une société qui veut se comprendre dans 20 ans, dans 50 ans, il suffit qu'elle se tourne vers ses jeunes et vers ses pratiques, vers ses idéaux. On ne le fait pas aujourd'hui. Mais je crois que le jour où on aura compris les peurs, mais aussi les espoirs et les puissances, les forces de cette énergie de la jeunesse en France, on aura des facteurs de croissance bien plus importants. Alors justement, vous en présentez 89 de propositions, on va pas pouvoir toutes les présenter. Si vous en aviez une, votre préférée que vous deviez nous annoncer aujourd'hui? J'en ai pas de préférée, je vous laisse imaginer que je ne choisis pas entre mon père et ma mère, et les 89, pour moi en tout cas, revêtent une importance toute particulière, puisqu'elles sont chacune, si vous voulez, elles viennent d'un vécu. Mais si vous ne pouviez pas toutes les avoir. Mais il y en a une qui, je crois, en tout cas, c'est celle sur laquelle j'ai le plus de retours. Beaucoup de jeunes m'écrivent, viennent me voir, me parlent de cela, parce qu'on n'en parle jamais, et pour autant, c'est un point essentiel de la mobilité et finalement de l'autonomie de la jeunesse. C'est le permis de conduire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un des premiers problèmes quand on veut trouver une formation, un emploi, avoir une vie sociale ou culturelle, notamment dans la France rurale, qu'on oublie trop souvent, qui souffre en silence. Je propose qu'on passe le code directement au lycée quand on a 16 ans, code de la route, donc l'examen théorique du permis de conduire. Ensuite, qu'on fasse un service public national du permis de conduire dans toute la France, avec une formation de qualité égale qui serait dispensée à la fois par des moniteurs, mais aussi par des gendarmes et des policiers à la retraite, puisque je vous rappelle que jusqu'à la fin de la conscription, les hommes pouvaient passer à l'armée gratuitement leur permis de conduire. Et ensuite, qu'il y ait ce que j'appelle le passeport mobilité, qui permette à tous les jeunes Français qui le souhaitent, il serait remis lors de la journée défense et citoyenneté, l'ancienne JAPD, de financer leur forfait, c'est-à-dire leurs 20 heures, et la présentation l'examen pratique du permis de conduire. Comment on le finance, puisque vous me parlez de financement, dans ce livre, chacune de mes propositions, j'explique l'organisation et le financement. Je ne suis pas un doux rêveur. J'ai un peu d'utopie, beaucoup d'idéal comme beaucoup de jeunes, mais aussi un sens pragmatique pour mon pays. Je crois qu'il faut le faire financer par une fondation qui serait dotée par les pétroliers, par les constructeurs automobiles, les assureurs et les sociétés de péage et d'autoroute, qui ont tout à gagner à avoir des jeunes formés, qui auraient leur examen du permis de conduire et qui seraient sur les routes en toute sécurité. Donc ça ne coûterait finalement rien à l'État en tant que collectivité et ça rapporterait tout à l'État en tant que charge sur les familles et les jeunes, puisque un permis de conduire ça coûte entre 1 000 et 2 000 euros et c'est une charge non négligeable. Merci beaucoup Maxime Bernard d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.